Ça a beaucoup évolué depuis 26 ans et aujourd'hui, nous avons transformé une pente dans une série de terrasses, des petites banquettes avec des endroits plats. En termes de zonation, il y a 26 ans, la parcelle le plus près, c'était ici. Donc on avait commencé notre premier potager dans un coin ici. Donc c'est un carré qui fait environ 20 mètres par 20 mètres. Et puis on avait installé le poulailler avec un accès. Les poules ils allaient gratter une partie du jardin, sous contrôle bien entendu, sur une grande partie derrière. Et puis on avait installé tous les fruitiers que vous voyez, soit en production dans le jardin, soit une haie de noisetiers qui fait une protection contre le vent du nord, et derrière un verger proprement dit. Bon, il y a plusieurs points essentiels. La première, c'est qu'on essaie de travailler en courbe de niveau, et chaque niveau doit rester pérenne. Ça veut dire que ici, le long d'ici, on installe quelque chose qui reste, mais pour que ça reste, il faut qu'il y ait une partie où on ne travaille pas le sol et on ne retourne jamais le sol, et ça retient la matière organique. Et derrière, vous avez les parties qui sont cultivées avec des légumes. Bon, ici, nous n'avons pas du tout mis en place des buts pour plusieurs raisons. Parce qu'on est en pente. De construire des buts en pente a certains désavantages. Le premier, c'est qu'on a un impact solaire qui est très fort sur la partie sud, et on va avoir un dessèchement. Donc en été, on ne voulait pas avoir rehausser la terre pour les problèmes de dessèchement. Par contre, si on peut capturer l'humidité sur une courbe de niveau avec l'infiltration de l'eau, nous avons tout de suite un avantage pour le ruissellement. Les baissières proprement dites, c'est vraiment des fossés creuses qui peuvent contenir de l'eau. À certains endroits, on le trouve. On en a un en haut du jardin qui récupère tous les eaux qui ruissellent par un chemin et les ramène vers le haut du jardin. Okay, bon. Ici, nous avons toujours été confrontés à des problèmes d'érosion. C'est une érosion qui est ponctuelle. C'est les glissements de terrain, ce qu'on appelle les éboulements, les glissements de boue. Et ça nous a beaucoup freiné dans les décisions pour installer les baissières et les swells sur le terrain. Parce que si on fait des grands trous d'infiltration d'eau sur certains types de terrain, l'eau elle passe en dessous de l'argile, elle arrive à une couche rocheuse et l'argile peut glisser sur la couche rocheuse. Donc c'est très dangereux dans certains endroits de faire des baissières. Nous n'avons presque jamais fait des baissières ici parce que sur le terrain nous avons 5 anciens éboulements qui sont très dramatiques avec des grosses parties de collines et un récent. Donc on a déjà ici témoigné un glissement. Le glissement récent était apparu parce que ce chemin, en descendant, recueille beaucoup d'eau de pluie. Donc j'avais creusé une fois un drain pour sauver le chemin et j'ai rejeté l'eau de pluie par le côté, comme fait tous les travaux forestiers, tous les travaux d'équipement, etc. Après une très grosse orage, j'ai perdu un morceau de montagne, plutôt un morceau de chemin. Donc j'ai décidé maintenant de faire un tas de petites interventions, donc des micro-drains partout, qui fait repartir l'eau sur le terrain, plutôt que l'envoyer tous au même endroit. Donc là, on est sur ce qu'on a, le principe de la récolte et l'utilisation d'eau de pluie dans la permaculture. Toujours commencer en haut du terrain et toujours commencer par repartir et essayer d'infiltrer l'eau, mais ne jamais le regrouper ou le canaliser à un seul endroit parce que ça peut devenir dramatique. Plus haut on commence, comme je vous avais montré avec les lignes de mon charrue là-haut, on commence en haut du terrain, on fait une infiltration qui est très repartie. Donc on a beaucoup moins de problèmes que si on recueille d'abord les eaux et après on essaie de faire quelque chose parce que la force devient beaucoup trop grave. Donc sur ce chemin, il y a une multitude de petits drains. Bon, malheureusement, ça bouge facilement les petits drains. Mais il y a un avantage, c'est que quand ça bouge, l'eau passe aux suivantes
et ainsi au suivant, et ça suit le chemin mais en douceur. Si par exemple vous avez un seul gros drain, vous envoyez tout l'eau là-bas, et si vous n'avez pas de drain de tout, toute l'eau suit le chemin. Et puis en arrivant dans le champ, l'eau elle arrive avec pas mal de volume ici. J'ai décidé de dispatcher le volume et de le faire, comment dire dispatcher, je ne sais pas si c'est le terme, de le faire repartir sur une grande largeur pour arroser le parcelle. Donc nous avons une espèce de forme naturelle qui ressemble à une baissière. Donc j'ai ramené l'eau par un petit canal jusqu'à là et ça fait qu'elle va beaucoup plus loin avant de partir dans le sens de la pente. Donc c'était un micro-geste que j'ai fait l'autre jour pendant qu'il pleuvait très fort. Et j'ai vu, c'était trop dommage de voir toute l'eau partir par là. On a plusieurs approches pour l'eau ici. Il faut toujours penser que parfois il n'y en a pas assez, mais quand il y en a beaucoup trop. Donc on va entrer à la clôture. Et je vous expliquerai un peu le fonctionnement de cet espace. Dans un but qui est pérenne, qui n'est jamais dérangé, le sol doit se construire par la présence des différentes plantes. Donc il faut un mélange de plantes parce qu'il faut des racines pivotantes donc qui vont ameubler le sol. Et puis il y a des résidus en permanence des plantes qui nourrissent le sol. Mais dès qu'on met la terre au nu, on est dans un autre système parce que l'ennemi de la vie du sol, c'est le soleil. Donc malheureusement, certains mouvements, certaines pratiques agricoles mettent la terre à nu et il faut en être conscient que c'est une situation artificielle qui est très très mauvaise parce qu'en fait on crée le gaz à effet de serre par l'oxydation de la matière organique. Avant on croyait que ça partait avec la pluie. On avait l'impression que ça devait se laver et partir avec la pluie. En fait, ce n'est pas vrai. Si vous regardez bien la matière organique et comment il se construit avec l'argile, vous avez une agglomération des particules et le complexe argilo-humique qui se forme est très résistant à la pluie. Il ne se lave pas. Quand vous voyez l'effet de la pluie, il va enlever l'argile, mais il va laisser ça intact parce qu'il y a des cols, les polyglycérides qui sont présents, créés donc par les micro-organismes, qui arrivent à agglomérer le sol. Et ça résiste à la pluie. Par contre, ça ne résiste pas l'effet de le soleil et l'oxydation, la photo-oxydation est très néfaste donc pour l'humus. Et voilà, donc il ne faut pas laisser les terrains nus, il faut soit les couvrir avec un mulching, soit les couvrir avec une présence de plantes vivantes comme des mauvaises herbes. Et nous avons décidé sur l'ensemble de 20 hectares que nous allons jamais travailler le sol, sauf un petit morceau ici pour faire certaines plantes pour les légumes. Et ça c'est important. Sur une échelle de 20 hectares, nous avons même pas 1% qui est travaillé. C'est tout petit. C'est vraiment, il fait 40 mètres par 3 mètres. Donc tout le reste est couvert en permanence. Tous les vergers sont couverts avec de l'herbe. Bon, on nous a toujours dit que le verger dans le sud ne peut pas marcher sans le travail du sol. Et on était convaincus qu'on pouvait mettre en place des vergers avec une couverture permanente. Au début, les animaux comme les moutons, le troupeau qu'on a aujourd'hui, nous avons un troupeau de 100 mères, 100 brebis. On n'aurait jamais pu faire toutes ces choses-là si on avait commencé avec un troupeau de 100 brebis le premier jour. On avait commencé avec 15 brebis au bout de 10 ans. Et puis ces brebis, c'était pour entretenir quelques parcelles. Et en fait, on a introduit les animaux, surtout les petits ruminants ou les grands ruminants, une fois que les arbres sont installés, parce que sinon, protéger les arbres, c'est très difficile. Bon, tout dépend. Si vous disposez de 60 hectares et vous pouvez mettre 2 hectares de côté
pour faire uniquement des plantations d'arbres et aménagements, les animaux peuvent aller sur le reste. Mais quand il faut utiliser l'ensemble de ce que vous avez pour le pâturage, il vaut mieux pas mettre trop de pression sur les arbres tout de suite. Donc, chaque fois, il y a ce qu'on appelle rolling permaculture, donc c'est la permaculture roulante ou de roulement. Ça veut dire qu'on ne fait pas étape. On établit d'abord une étape prioritaire, c'est se nourrir, c'est s'occuper de l'eau, s'occuper des besoins vitaux de l'homme. Et on peut tout de suite commencer avec des poules, parce que c'est facile. Mais par la suite, il faut hésiter avant d'aller acheter un troupeau de vaches ou un troupeau de moutons ou autre. Pendant longtemps, on avait un cheval de trait. Et un cheval de trait, avec les 12 hectares qu'on utilisait, c'était gérable. Un cheval dans les grandes prairies, le foin pour le cheval, plus les plantations, ça allait très bien. Mais si j'avais 100 moutons au début, j'aurais jamais trouvé de temps libre pour faire toutes ces choses-là.